Dans quelques instants, c'est Histoire criminelle qui vous est présentée par Philippe Godin. C'est une nouveauté de la rentrée. Mais avant, comme il est 14h, vous retrouvez toujours avec bonheur Sylvia Amicon pour votre journal. Bonjour à tous, très heureux de vous accueillir sur le plateau d'Histoire criminelle, votre nouveau rendez-vous sur LCI. À 14h, tous les dimanches, on va se plonger dans ces grandes affaires criminelles non résolues, non jugées, ces affaires qui nous fascinent, mais surtout ces affaires dans lesquelles des familles, des avocats, des policiers, des enquêteurs, des scientifiques se battent sans relâche pour tenter de trouver la vérité. Ils seront nos invités dimanche après dimanche. Alors justement, au sommaire de cette première émission, le combat d'une famille, la famille de Sabine Dumont, cette petite fille de 9 ans qui a été enlevée, violée, tuée le 27 juin 1987. Depuis 38 ans, sa famille se bat sans relâche pour savoir la vérité. Son espoir réside aujourd'hui dans la généalogie génétique. Cette technique pourrait permettre de connaître la vérité dans ce dossier, mais aussi dans de très nombreux cold cases. On va recevoir dans un instant la famille de Sabine Dumont. Et puis, vous le savez, c'est le grand procès de la rentrée, le procès le plus médiatique, celui de Cédric Jubilard. Il sera jugé à partir du 22 septembre devant les assises du Tarn. Un dossier très particulier, sans corps, sans aveu, sans preuve. Dans un instant, notre grand témoin, nous recevrons Maître Emmanuelle Franck, l'avocate de Cédric Jubilard. Elle répondra à toutes nos questions et notamment aux derniers rebondissements de l'été, et ils ont été très nombreux. Et puis, nous allons retrouver évidemment dans cette émission Guillaume Fat, comme tous les dimanches, dans le viseur de Guillaume. Guillaume qui nous expliquera cette semaine comment la police a mis la main il y a quelques jours sur un potentiel tueur en série. 4 corps retrouvés en quelques jours, 4 corps, 4 cadavres en 16 jours précisément. Peut-on parler d'un tueur en série? Vous aurez toutes les explications de Guillaume Fat dans cette émission. Soyez les bienvenus. Histoire criminelle, chapitre 1. Et tout de suite, on se plonge au cœur de l'enquête. Histoire criminelle, vous le savez, va se replonger dans ces grandes affaires. Ces affaires pour lesquelles on se bat parfois pendant des décennies. C'est le cas de l'affaire Sabine Dumont. Depuis 38 ans, sa famille se bat pour savoir la vérité. Sabine Fèvre-Dumont, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Éric Dumont, bonjour. Bonjour. Vous êtes la sœur et le frère de Sabine. On vient de voir son visage. On va évidemment parler d'elle aujourd'hui. Merci beaucoup d'être là, d'avoir le courage d'être là pour parler de cette affaire, parce qu'il faut du courage quand on vit un tel drame depuis 38 ans. Maître Marine Alali, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes l'avocate de la famille Dumont. On va parler notamment avec vous de cet espoir fou de la généalogie génétique. Peut-être enfin l'espoir de savoir qui s'en est pris à votre sœur, à la petite Sabine. Merci encore une fois d'être là. Parlons de Sabine. D'abord, pour commencer, parce qu'on va revenir évidemment sur toute cette histoire, mais il faut parler de votre sœur. Sabine, je le disais, elle avait 9 ans en juin 87. Vous nous avez gentiment prêté quelques photos. On va feuilleter quelques images de votre album de famille. Sabine Dumont, comment était-elle, cette petite fille, Gaëlle? Est-ce que vous pouvez nous en parler, parce qu'on connaît ses yeux rieurs, on connaît son sourire. Comment elle était, Sabine? C'était une petite fille très sage. C'était une petite fille très fusionnelle avec notre maman, puisque dans notre fratrie de 6, il y avait quand même pas mal d'écart entre l'aînée et Sabine. 14 ans exactement. Donc c'était le bébé, le petit bébé, la dernière de la famille. Sage, enfin calme, avec son petit caractère tout de même, mais c'était vraiment une petite fille obéissante aussi, d'où notre inquiétude quand elle a disparu. Alors effectivement, on va reprendre cette chronologie, encore peut-être une photo, parce que vous évoquiez votre maman. Elle est très jolie, cette photo. Votre maman, elle fait partie véritablement de ce combat. Elle s'est battue de façon acharnée pour savoir la vérité. Oui, nos parents, dès le départ, et beaucoup effectivement notre maman, elle a vraiment pris en charge ce combat. De toute façon, je pense que c'était ça ou mourir, quelque part. Donc avec notre avocat à l'époque, Franck Nathalie, ils ont beaucoup œuvré pour que l'affaire ne soit jamais fermée. Et qu'on puisse un jour avoir la vérité et savoir exactement qui a commis cet acte odieux.
Alors on va repartir au 27 juin 1987, c'est évidemment le jour où votre vie va basculer. Sabine, vous le disiez, c'était une petite fille gentille. Sabine, elle voulait faire un dessin pour votre sœur Fabienne, qui venait d'accoucher. Elle voulait faire un dessin et il lui manque de la peinture blanche, un tube de gouache, on en a beaucoup parlé, c'est devenu un des symboles de cette affaire. Et elle va demander l'autorisation d'aller à la papeterie qui n'est pas très très loin de chez vous. 700 mètres. 700 mètres. 700 mètres. Votre mère l'autorise? Pour une fois. C'est la première fois. C'est la seule fois qu'elle lui a dit qu'elle l'a autorisé à sortir seule, en tout cas aussi loin. Ouais. Éric, qu'est-ce qu'on sait du déplacement de Sabine? On sait qu'elle quitte la maison, elle va à cette papeterie. C'est ça. Elle achète ce tube de gouache. Oui. Et elle fait le chemin retour. Exactement. Elle fait le chemin retour et à quelques mètres à quelques mètres de la maison, je dirais peut-être 50 mètres ou à peine 100 mètres, en fait, elle disparaît. Voilà, tout simplement. On sait qu'elle disparaît là parce que la brigade Sino, en fait, les chiens ont marqué à cet endroit-là. Donc on sait qu'elle a disparu à cet endroit-là. On le sait aussi parce qu'il y a une voisine qui va lui proposer sur le chemin de la ramener. Oui, il y a effectivement aussi une voisine qui va lui proposer sur le chemin de la ramener. Sabine refuse parce qu'elle avait été mise en garde, justement, à ne pas monter avec n'importe qui. Donc elle refuse. Et ce qui s'est passé de manière un peu concomitante à cet instant-là, c'est qu'il y a eu un orage énorme. Ouais. Qui fait que il y avait plus grand monde dehors, hein, tout simplement. Donc certainement cet orage a précipité les choses en quelque sorte et Sabine donc a disparu effectivement là où les chiens ont marqué, c'est-à-dire je vous dis à une 50aine de mètres de la résidence qui s'appelle la résidence du Renouveau, mais qui est à peu près, je vous dis, voilà, où on habitait à une 150 mètres, hein, on va dire, du bâtiment, parce que c'est une résidence, donc du bâtiment. Et vous-même, vous n'étiez pas très loin, vous étiez parti avec votre meilleure amie, vous êtes surprise par l'orage et vous allez, sans le savoir, vous retrouver à quoi, une centaine de mètres? Pas loin, je ne sais pas exactement combien de temps, en tout cas, nous sépare, ni combien de mètres. Ce qui est sûr, c'est que quand l'orage éclate, moi, avec mon ami, à l'époque, on se met à l'abri dans une résidence un peu avant, qui avait un porche accessible. Et ensuite, je reprends mon chemin, donc on reprend notre chemin pour rentrer chez nous. Et quand j'arrive à la maison, c'est là que maman me demande si j'ai vu Sabine. Et il est à peu près 17h30, sachant que Sabine est partie vers 16h45. De la maison, donc elle avait largement le temps de faire l'aller et le retour. À ce moment-là, vous étiez sur place, vous travailliez, à ce moment-là, vous allez rentrer un petit peu plus tard. C'est ça. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Vous sentez tout de suite, vous pressentez qu'il y a quelque chose de grave. Votre maman, c'est sa première question. Hein. Est-ce que tu as vu Sabine? Oui, comme je vous le disais, c'était une petite fille sage et vraiment obéissante et qui n'était pas du genre à oublier ce qu'on lui avait dit ou ne pas respecter les règles. Maman lui avait bien dit de faire l'aller-retour. En plus, on était invités le soir à dîner chez une autre de mes sœurs. Donc bon, il y avait, voilà, elle avait sa petite peinture à faire, mais il y avait aussi un timing à respecter. Et puis il allait pleuvoir et maman lui avait dit avant qu'elle parte, ok, tu y vas, mais tu te dépêches parce que il va pleuvoir. Donc elle aurait respecté, on sait très bien qu'elle aurait respecté, et d'ailleurs elle a respecté tout ça, puisque par rapport à ce qui a été reconstitué, de ce qu'on sait des personnes qui l'ont croisée sur le chemin, on sait qu'effectivement elle s'est rendue à la librairie, qu'elle a acheté son tube de peinture et qu'elle est rentrée dans la foulée. Voilà. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Sabine ne va pas rentrer le soir. L'inquiétude va évidemment monter. Vous allez tout faire pour la retrouver. Vous signalez aux autorités. Il y a tout de suite des recherches qui sont engagées. Maître Marine, on va la retrouver le lendemain. Malheureusement, ce sera une scène de crime puisque Sabine a été tuée. Elle ressemble à quoi cette scène de crime? Dans quel état on retrouve Sabine? Malheureusement, on la retrouve dans un état extrêmement dégradé puisque la personne a mis feu au corps. Elle est entièrement nue, ce qui laisse présager des sévices sexuels, ce qui a été confirmé ensuite par l'autopsie. Et on retrouve en fait les vêtements 500 mètres plus loin. Donc il y a un déplacement un peu, peut-être du corps d'ailleurs, parce que les fouilles, tout le monde est d'accord pour dire que cette zone avait été fouillée pendant la nuit, oui. Et on n'avait pas retrouvé le corps. Donc on pense que et les vêtements et le corps ont été déplacés par la suite par l'auteur des faits. Ce qui veut dire aussi en termes d'enquête que Sabine a été enlevée, c'est ça, séquestrée pas très très loin et redéposée là. Tout à fait. Tout s'est joué dans un mouchoir de poche. Exactement. L'enquête va donc commencer. On sait que les enquêtes et les débuts d'enquête, c'est très important. Est-ce qu'elle commence bien, cette enquête?
Elle commence avec les moyens de l'époque. Donc, on cherche un peu partout. Il y avait des barrages routiers. On essayait d'arrêter les gens, voir qui passait par là. Mais à l'époque, on manquait de moyens, notamment criminalistiques. Oui. Et c'est l'ADN qui a été découvert, malheureusement, quelques années après, puisqu'à l'époque, ça n'existait pas. Vous avez raison, l'enquête, au début, elle se déroule. Il n'y a pas beaucoup d'avancées. Pour vous, on imagine l'enfer, que rien n'avance. Et puis, il y a, en 99, Maître, vous le disiez, cette découverte d'un ADN. On va revoir une petite archive. Éric Gaël, 1999. Quand vous apprenez cela, j'imagine que vous vous dites, ça y est, on va l'avoir, le criminel. Oui. Exactement. Un nouvel espoir. Le FNAEG, tout neuf. Le FNAEG, on rappelle, c'est le fichier national des empreintes génétiques, c'est-à-dire que c'est cette base de données des empreintes génétiques des criminels ou de toute personne qui est liée à une affaire criminelle, et on se dit, si ça match, on a trouvé le coupable. Exactement. Mais malheureusement, ça n'a pas matché et ça ne matche toujours pas. C'est terrible parce que vous rentrez dans ce que connaissent beaucoup de familles, c'est une sorte de tunnel où ça dure et ça dure. Il y a des petites avancées comme ça, mais il n'y a rien de concret qui n'avance. Et après cet espoir quand même très très fort de l'ADN, malheureusement on repart dans une très longue période avec rien. Le dossier, il n'est pas totalement en sommeil, parce qu'il faut aussi préciser que le dossier de votre sœur, il est associé à trois autres petites filles qui ont été assassinées dans une zone proche avec un âge similaire. On va les revoir et vous allez nous en dire un mot. Ces trois petites filles, il y a Virginie Delmas notamment. Virginie, elle a 10 ans. Il y a la petite Emma, on va voir la petite Virginie, 10 ans. Elle disparaît en mai 87. La petite Emma, 10 ans également, elle disparaît en mai 87 également. Et puis il y a également Perrine, 7 ans, qui disparaît en juin 87. Ça fait évidemment un faisceau d'affaires qui fait que ce dossier ne dort pas, parce qu'on se dit, il y a là peut-être un criminel en série qui s'en prend aux enfants. Ça donne de l'intérêt particulier à ce dossier. Alors ça, c'est peut-être un tort de l'époque, on n'a pas voulu voir, et en tout cas, on n'a pas appréhendé l'hypothèse d'un tueur en série. C'est-à-dire que les 4 dossiés sont restés séparés, 10 juin. Ils avaient chacun un tribunal judiciaire différent, donc des juges d'instruction qui ne se connaissaient pas et qui ne se parlaient pas. Donc il y a peut-être eu une perte d'informations à ce moment-là, sachant que le dossier de Sabine est le seul qui n'a jamais été fermé pendant toutes ces années, alors que les autres ont été fermés. Il y a eu des pertes de scellés pendant que les dossiers n'étaient plus actifs. Donc aujourd'hui, on n'a plus les scellés pour vérifier si l'ADN qu'on a retrouvé dans le dossier de Sabine est le même que dans les autres dossiers. C'est totalement fou, parce qu'on retrouve ça dans plein d'affaires où les scellés sont perdus, sont dégradés, et où on ne peut pas faire de rapprochement, alors que là, on voit bien que la concomitance des faits dans cette période, dans cette zone, naturellement nous donne envie de joindre ces affaires. Vous parliez des scellés, ça nous amène à l'espoir aujourd'hui que vous avez. Les scellés de l'affaire de Sabine, ils ont été préservés. C'est heureusement une chance incroyable dans votre affaire, parce que ça va nous amener à la généalogie génétique. Cette technique nouvelle, pas nouvelle en France, mais pas nouvelle à l'étranger, qui va peut-être permettre de résoudre votre affaire. Et c'est évidemment pour ça que vous êtes là, parce que vous portez un espoir pour vous, mais pour plein de familles, de plein de cold cases. Maître, essayez de nous expliquer simplement la généalogie génétique, ce que ça va permettre dans votre dossier. Oui, en fait, la généalogie génétique, ça permet, en regardant dans un fichier, s'il n'y a pas quelqu'un de la famille de la personne recherchée qui est fiché. Donc là, aujourd'hui, on passe par les États-Unis et les fichiers qu'on dit de généalogie récréative, donc c'est-à-dire des gens qui spontanément donnent leur ADN pour connaître leur origine, de quel pays ils viennent, etc. Et en fait, ça fait des bases énormes de données d'ADN qu'on n'a pas, nous, à disposition, et les États-Unis peuvent les interroger pour voir s'il n'y a pas quelqu'un de la famille. Et ensuite, par une généalogie simple, c'est-à-dire on retrouve les grands-parents, les arrière-grands-parents en commun, on redescend la chaîne et on peut trouver l'auteur des faits. Ça semble très simple, extrêmement utile. On a la technologie depuis longtemps. On a la technologie. Et en France, on ne l'a utilisée à ce stade qu'une seule fois. Ça a été autorisé par les autorités françaises. C'était dans l'affaire du prédateur des bois. Ça va compléter ce que vous venez de nous expliquer. On va se replonger dans cette histoire. Prédateur des bois, un homme recherché, soupçonné d'avoir agressé 5 adolescentes. En décembre 2022, on l'identifie grâce à la généalogie génétique. Écoutez les explications de Georges Brenier à l'époque. Cet exemple, il est incroyable, parce qu'on utilise une fois la technique et ça marche. Alors ça ne veut pas dire que ça marchera tout le temps, il faut évidemment rester prudent, mais j'imagine que pour vous, pour votre famille, c'est un espoir considérable d'avoir eu l'autorisation de recourir à cette méthode. Exactement. Écoutez, nous, effectivement, depuis qu'on a eu connaissance de cette possibilité, en tout cas technique, de pouvoir l'appliquer pour trouver l'auteur de l'assassin de ma sœur, effectivement, pour nous, c'est un véritable espoir. Vraiment, on y croit beaucoup. Maintenant, comme je dis souvent, c'est pas parce que vous avez l'ascendant que vous avez la personne. Parce qu'après, il faut redescendre l'arbre généalogique. Tout à fait.
Donc, c'est-à-dire qu'on peut avoir une trace, mais il faut retracer l'oncle, le grand-père, la tante, redescendre jusqu'à la personne qui pourrait être dans la zone, à Bièvre précisément, là où votre sœur a été tuée. Il faut remonter tout ce fil-là. Oui. Alors, il ne faut pas non plus négliger, voilà, c'est énorme ce pas qui sera fait, puisqu'on aura quand même une partie de l'ascendance de la personne qu'on cherche. Mais encore une fois, il faut ensuite redescendre l'arbre généalogique. Et là, vous arrivez dans une enquête un peu, je dirais, classique d'enquêteur, où il va y avoir des généalogistes, voilà, très bien, qui vont devoir redescendre. Et puis, il va y avoir des enquêtes, des confrontations, des choses. Et le travail n'est pas terminé pour autant. Mais malgré tout, c'est un passage obligé. Et aujourd'hui, on s'en réjouit aujourd'hui, effectivement. C'est notamment grâce au travail du pôle Cold Case de Nanterre, les affaires non élucidées de Nanterre, que vous avez pu avoir cette autorisation, puisque votre dossier a été repris par le pôle de Nanterre. On en est où précisément? Les scellés ont été envoyés aux États-Unis à ce stade? Alors, un prélèvement de scellés a été envoyé aux États-Unis. Maintenant, les États-Unis analysent ce prélèvement, établissent l'ADN et ensuite le croisent avec les bases de données qu'ils ont de généalogie génétique. Donc c'est un travail assez rapide en réalité. Le seul truc, c'est qu'on dépend des États-Unis pour le faire aujourd'hui, donc du FBI, qui a sûrement d'autres dossiers que le nôtre. Donc on reste dans l'attente qu'ils finissent leur travail pour pouvoir avancer de notre côté. Sachant qu'aux États-Unis, cette technique, elle permet d'élucider de très très nombreuses affaires. Il y a des centaines de dossiers qui ont été réglés grâce à la généalogie génétique. Vous-même, d'ailleurs, vous avez des dossiers en France qui pourraient peut-être être résolus grâce à cette technique. Il y a la fameuse histoire du violeur d'Antibes, un homme un violeur itinérant parce qu'il a sévi en région parisienne, il a sévi dans le sud de la France, du côté d'Antibes, il y a une quinzaine de victimes, 5 dans le sud, vous en représentez 5, justement. Ça, pourquoi, dans cette affaire-là, la généalogie génétique pourrait permettre de déboucher? Alors, c'est vraiment dans ce type de dossier qu'il faut le faire parce que on a beaucoup d'ADN, vu qu'on retrouve 16 fois son ADN sur 16 viols extrêmement violents différents. Les viols entre 1994 et 2006, donc c'est une très très longue période d'agissement. Il y a 16 femmes qui sont encore vivantes aujourd'hui, qui attendent une réponse, qui attendent peut-être de reprendre leur vie aussi, parce que tant qu'on ne le retrouve pas, on a peur qu'il revienne frapper un jour à sa porte. Puis je vous laisse, puis il peut toujours faire d'autres victimes, donc c'est vraiment un problème de sécurité publique important. Et cet ADN, aujourd'hui, elle est inconnue au FNEC, donc au fichier français, mais on a la possibilité de l'envoyer là-bas, aux États-Unis, et de voir s'il a des proches qui sont fichés. On sait que c'est une technique redoutable et qui peut donner des réponses aux familles. On n'agite pas tout le monde sur ce sujet-là. On sait que c'est vraiment une arme redoutable. C'est comme ça qu'on peut le résumer. Et aujourd'hui, on s'en prive. Pour diverses questions. Pourquoi on ne le fait pas en France? Pourquoi on ne fait pas plus? Pourquoi on ne le fait pas systématiquement en France? Aujourd'hui, on n'a pas les outils en France pour le faire, que ce soit législatif ou technique dans nos laboratoires policiers, par exemple, même si la technologie est connue et qu'il serait très facile de la mettre en œuvre rapidement.